Bienvenue au Polysécure. Je fais une série d'épisodes spéciaux avec les conférenciers du Sécure dans lesquels on a l'occasion de creuser davantage le sujet. Cette fois-ci, je suis avec Alexis. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter un peu quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais et pour donner un peu une idée aux auditeurs? Oui, alors mon nom c'est Alexis de Rejonca. Présentement, je dirige une équipe de chercheurs en logiciels malveillants pour la compagnie d'antivirus i7. Donc, notre équipe est basée à Montréal. Environ une douzaine de personnes là, travaillent avec moi pour... dans le fond, on fait la traque là, des nouvelles attaques là, qui utilisent des logiciels malveillants pour faire de l'analyse en profondeur, bien comprendre comment les attaques fonctionnent. Puis le but, c'est évidemment de protéger nos clients contre ces tout nouveaux logiciels malveillants-là, puis aussi de partager au grand public nos connaissances, nos trouvailles pour que ultimement tout le monde soit un petit peu plus en sécurité sur Internet. Je trouve ça très intéressant qu'on a un centre de recherche à Montréal en cybersécurité. Au moins, on n'a pas l'air au Canada et au Québec d'être aussi en retard qu'on aurait l'impression d'être. Tu as fait ta présentation Sécure, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, ce que j'ai présenté, c'était des case studies d'enquête qu'on a menées conjointement avec des forces policières pour s'attaquer principalement à des botnets, là, dans le fond, pour aller une coche plus loin, pas juste détecter les logiciels malveillants puis protéger les ordinateurs des attaques, mais d'aider les policiers à remonter la piste, puis soit d'aller faire un takedown, donc d'aller attaquer l'infrastructure qui supporte les botnets, puis dans certains cas, d'aller un petit peu plus loin, puis de même retrouver qui est derrière, c'est qui les humains, les criminels qui sont derrière ces attaques-là. Très intéressant. J'ai vu la présentation, c'est ultra intéressant. Fait qu'on je vous invite quand même à l'écouter, même si on va en parler quand même un peu ici. Ici, on va prendre un axe un peu plus creuser des questions spécifiques. Quand tu parles de collaboration avec les corps de police, par exemple, est-ce que c'est au niveau canadien, au niveau québécois, au niveau international, puis un peu comment ça se passe cette collaboration-là et le niveau de facilité ou de difficulté qui peut être rencontré avec ces genres de collaboration-là? En général, ça se passe toujours à l'international. C'est quand même très rare qu'on a des enquêtes au niveau local de notre côté parce que la majorité des opérations, des attaques, ça implique tout plein de juridictions. On peut penser, des attaquants qui sont physiquement dans un ou plusieurs pays, qui se rencontrent en ligne, qui vont monter une infrastructure, ils vont aller déployer des serveurs de contrôle dans d'autres pays, puis qui vont attaquer des gens dans tout plein d'autres pays. Là. Donc, si on veut vraiment avoir une approche globale pour s'attaquer à cette menace-là, on peut pas juste faire affaire avec un corps de police puis penser que ça peut fonctionner. Donc, en général, ça implique plusieurs corps de police. On peut penser Europol, la GRC, l'FBI est très impliqué aussi dans ce genre d'opération-là. Donc, on va travailler. Souvent, ça va être un groupe de travail. Puis, dans les faits, un groupe de travail, c'est un espace sécurisé où est-ce que les gens de toutes les organisations, incluant des entreprises privées comme nous, des forces de l'ordre, ils se mettent ensemble dans un canal sécurisé puis on peut partager de l'information. Et c'est comme ça le groupe de travail. Il se forme avec des gens qui se font confiance puis ça part comme ça. OK. Vous autres avez comme l'opportunité d'être une compagnie internationale, donc cette communication-là est plus facile. Puis vous initiez, mais est-ce que dans ce genre de circonstances, est-ce que vous avez souvent initié des communications ou c'est eux qui sont venus vers vous pour aller plus loin? Ça varie. Ça arrive qu'on se fait contacter out of the blue. Dans un des cas que je parle dans la présentation, ça fait un petit bout, on a sorti un rapport super détaillé, ça va faire presque 70 pages sur un gros botnet très, très, très complexe, en fait, qui s'attaquait à des serveurs Linux pour se propager, puis dans le fond, il abusait des serveurs Linux pour tout plein de choses. Donc, on a rendu notre rapport public. Puis un peu après, il y a un agent du FBI qui nous a contacté vraiment comme ça, out of the blue, puis il a dit « Je pense que je m'intéresse à la même opération que vous venez de documenter publiquement. Est-ce qu'on peut se parler? » Puis lui, il avait approché l'enquête d'un point de vue très, très policier.
d'un point de vue de victimes qui avaient eu une fraude financière possible. Puis nous, on approchait le problème d'un point de vue excessivement technique. Donc, il y a des serveurs web d'impliqués, d'infectés qui vont faire de la redirection de visiteurs vers des pages web qui vont fournir, il y avait de la fausse publicité, entre autres. Et donc, en mettant ces deux axes d'enquête-là ensemble, il y a comme plein de choses qui se sont mises à être éclaircies. Puis, dans le fond, ça l'a fait progresser l'enquête énormément. Très intéressant d'ailleurs que ça l'a amené à une forme de résolution justement de la dite enquête. Est-ce que vous avez participé à plusieurs enquêtes qui ont été fructueuses ou des éléments dans lesquels vous avez été capable de contribuer à arrêter ces réseaux criminels-là qui finalement sont des nuisances assez notoires maintenant? Dans ce cas-là, c'était le cas de l'opération Windigo. Notre partie active technique a duré peut-être un an et demi peut-être. Puis après un certain temps, on avait comme vidé le sujet d'un point de vue technique. Puis les policiers sont partis de leur côté puis ils ont fait leur travail de police. Puis éventuellement, ils ont procédé à l'arrestation d'un des suspects dans l'histoire. Puis, dans le fond, ils ont eu le suspect, c'était un citoyen russe. Ils ont réussi à procéder à son arrestation en Europe et l'extrader aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, le suspect a fini par plaider coupable, a passé quelques années en prison. D'ailleurs, il a quitté les États-Unis là, je crois que c'était en 2019. Il a été renvoyé en Russie. Dans ce cas-là, c'est un gain partiel dans le sens on sait que c'est une des personnes qui était impliquée dans l'opération, mais on sait que c'était pas le seul. Entre autres parce que nous, pendant que la personne était en prison, nous, on a vu des nouvelles versions du logiciel malveillant. Donc, ça n'a pas arrêté le groupe de procéder, mais ils ont vraiment diminué leurs activités. Il y a d'autres cas qui sont un peu plus simples, que je pense que le gain a été un peu plus franc. C'est le cas de Andromeda. Donc, Andromeda, c'est un logiciel malveillant qui était vendu, dans le fond, développé par un individu. Et cette personne-là opérait pas le logiciel malveillant comme tel, mais il le revendait. Donc, n'importe qui pouvait se procurer le kit, puis monter son propre petit botnet à partir de ça. Donc, les gens avaient même pas besoin de connaître de connaissances en programmation, comment développer un logiciel malveillant. Ils pouvaient juste l'acheter. Puis le logiciel malveillant-là, il était super flexible. C'était pas très cher. Il faut acheter des modules spécifiques là, si on voulait voler des mots de passe ou se propager différemment et tout. Donc, à un certain moment donné, il y avait, on voyait là, en parlant avec d'autres acteurs dans le domaine de l'industrie, on s'attendait à ce qu'il y ait plus qu'1 million de postes infectés par ce logiciel malveillant-là à travers le monde. Donc, il y a un peu spontanément une espèce de groupe de travail qui s'est monté avec Microsoft en tête pour vraiment s'attaquer à Andromeda. Puis, juste pour être super clair, on s'attaquait pas à un botnet ici, il y avait vraiment plusieurs botnets parce qu'il y avait vraiment plusieurs personnes qui avaient acheté le kit et qui l'opéraient. Puis la somme de tous ces opérateurs-là, donc ça donnait toutes les victimes d'Andromeda, le logiciel malveillant. Donc, nous, notre contribution dans cette enquête-là, on se rappelle, on est une compagnie d'antivirus. Donc, on a de l'information, énormément d'informations sur les logiciels malveillants, les nouvelles versions, où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce qu'ils sont déployés, ces logiciels malveillants-là dans le monde. Puis, on peut les analyser pour aller extraire l'information comme, dans ce cas-ci, ce qui était vraiment pertinent, là, c'était les informations des serveurs de contrôle, ce qu'on appelle les Command and Control Servers. Donc, on a été capable, on a traité énormément d'échantillons pour être capable d'identifier tous les clusters, tous les botnets indépendants, puis de lister les adresses IP, les noms de domaine utilisés pour chacun de ces botnets-là. Donc, on a fourni ça au groupe de travail. Il y a d'autres gens qui ont collaboré à la construction de cette liste-là, puis ensemble, on a eu une liste très exhaustive de toutes les IP, tous les noms de domaine utilisés pour contrôler des botnets Andromeda. Puis, quand on a été convaincu qu'on avait toute la bonne vue d'ensemble, c'est là que il y a eu l'opération de takedown. Donc, il y a eu pas 100%, mais une très grande partie de cette infrastructure-là, de ces infrastructures-là qui ont été mises hors service. Donc, on parle de noms de domaine qui ont été saisis ou
le contrôle a été retiré à ceux qui les avaient enregistrés. Des adresses IP, dans le fond, c'était des serveurs hébergés chez n'importe quelle compagnie d'hébergement. Donc, ces serveurs-là ont été shut down. Et plusieurs des noms de domaine qui ont été observés, Microsoft a été capable pas seulement de les retirer du contrôle des opérateurs, mais de rediriger le trafic vers un de leurs serveurs contrôlés par Microsoft. Dans le fond, cette pratique-là, c'est de changer la résolution DNS de ces noms de domaine-là, puis de les faire pointer vers le serveur de Microsoft, ce qu'on appelle un sinkhole. Donc, à partir du moment où ça a été fait, les postes infectés qui tentaient de se connecter au nom de domaine qui avant appartenait à l'attaquant, mais là, maintenant, ils se connectaient au serveur de Microsoft. Puis ça, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir les vraies informations sur les victimes partout à travers le monde. Donc, avec cette information-là, on a identifié plus d'1 million de vrais systèmes qui étaient infectés par Andromeda. Puis il y en avait d'autres parce qu'on sait qu'on n'a pas pu tout syncoller le trafic. Là, fait qu'il y avait au moins 1 million de systèmes qui étaient infectés, qui, avec cette opération-là, sont devenus... ils étaient encore infectés, mais ils n'étaient plus contrôlés par l'attaquant à partir de ce moment-là. Et juste pour terminer sur l'histoire d'Andromeda, la fin de cette histoire-là, c'est que le créateur du logiciel malveillant a été arrêté. En fait, nous, on ne savait pas pendant tout ce qu'on faisait, on pensait qu'on participait seulement à une enquête pour faire un takedown. Mais en parallèle, il y avait une enquête policière dont le but était d'aller identifier et arrêter la personne en question qui avait créé le logiciel malveillant. Et donc, la personne, c'était un citoyen du Bélarus, a été arrêté, a subi un procès. La fin, par contre, est un petit peu curieuse, c'est que Andromeda avait du code qui faisait en sorte que l'installation n'allait pas fonctionner sur des postes de travail qui étaient situés dans certains pays. Il y avait une liste de 4 ou 5 pays dans lesquels Andromeda n'allait pas s'exécuter ou n'allait pas infecter de système. Un de ces pays-là, c'était le Bélarus. Puis ça a joué un rôle dans le procès parce que le juge, lui, il a regardé ça d'un point de vue extrêmement local. Il a dit, bon, d'accord, t'as peut-être fait créer Andromeda, mais au Bélarus, il n'y a eu à peu près aucun dommage. Donc, c'est pas si pire. Malgré le fait qu'il a été démontré qu'il y avait plus d'1 million de postes infectés par son logiciel malveillant créé par cet individu-là. Et finalement, la Cour a comme juste essayé de calculer c'est quoi la quantité les profits que l'individu a fait de la revente de son logiciel. Donc, pas les dommages collatéraux que son logiciel a causés, mais bien les profits que lui a fait. Et c'était quelques milliers de dollars. Donc, il a offert à l'individu de juste rembourser les quelques milliers de dollars et retrouver la liberté. C'est effectivement une drôle de conclusion pour avoir une opération qui a été très, très intense et très large, puis finalement, ça arrive juste à cet élément-là. Il doit effectivement une certaine déception, autant de votre participation que tous les différents acteurs qui ont été réunis là-dedans. Là. Mais dans le fond, on peut être sur le coup, là, honnêtement, mon équipe et moi, on était un petit peu déprimés. C'est quoi tout ça pour ça? T'sais? Mais si on regarde dans les faits, là, il y a vraiment des postes de travail qui étaient infectés puis qui, du jour au lendemain, à cause de cette action-là, n'étaient plus sous le contrôle de l'attaquant, des attaquants comme tels. Donc, ça a quand même un peu libéré ou partiellement, là, pas complètement, mais partiellement nettoyé l'Internet de postes infectés. Puis l'individu, c'est que il a été identifié publiquement. Dans le fond, tout le monde sait maintenant que cette personne-là a créé un logiciel malveillant, était derrière Andromeda. Donc, est-ce que cette personne-là va se relancer d'en créer un autre logiciel malveillant demain matin? Je suis pas certain. Est-ce que les gens vont avoir confiance? Ça s'est discuté sur les forums, sur le dark web après l'opération. Un peu, est-ce qu'on a été infiltré? Comment ils ont fait ça? Il y a une question de confiance aussi quand tu achètes un logiciel malveillant sur le dark web. Qui est derrière? Est-ce qu'on peut y avoir confiance? Donc, c'est quand même positif, même si la personne n'a pas passé plusieurs années en prison. L'impact est net, là, il est très positif.
Ouais, ben dans ce cas-là, c'est parce que là, c'était en deux éléments. Là. C'est le créateur qui a été puni puis qui a été arrêté, donc celui qui a été initié le problème. Mais en même temps, tout ce que tu discutes, ça relate l'autre problème que le créateur n'est pas nécessairement l'opérateur, donc il y a une forme de disjonction entre les deux. Puis lui, dans le fond, le seul argent qu'il a fait, c'était de vendre le dit produit. C'est pas lui qui l'a opéré. Fait que ce qui a peut-être amené cette situation-là, puis ça ramène énormément le débat également de oui, parce qu'on a avec certains qui disent on est des chercheurs, on a testé un code malicieux, on est des chercheurs. Ben on est dans cette zone-là. Là, que je suis pas. Moi, je suis pas super à l'aise avec l'idée que tu mets un virus sur le marché, puis ben non, mais moi, c'est un test académique. Ben non, t'as un crime. Oui, il y a une différence entre un outil offensif que tu peux rendre disponible, que les gens peuvent utiliser à bon comme à mauvais escient, mais qui a un angle. Enfin, on peut concevoir qu'il y a du bon qui peut en sortir de là, versus carrément un kit qui est maintenu, qui a des modules ajoutés, dans le fond, qui a des. Puis aussi qui charge de l'argent. Tu peux dire, je vais acheter le module pour voler des mots de passe de telle catégorie de site. Je peux aussi acheter le module pour se propager sur des clés USB. Je peux aussi acheter, on s'entend là, l'intention était clairement malveillante et non pas dire, c'est un bel outil pour tester la sécurité de votre réseau. Dans ce cas-là, la ligne, c'était clair de quel côté ça se situait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de quand on a fait le takedown, il y avait presque 500 botnets distincts. Ça veut dire qu'il y a 500 personnes ou 500 groupes de personnes qui ont opéré Andromeda puis qui ont fait aussi de l'argent. Puis c'est eux qui étaient responsables de l'infection des 1 million de postes de travail là, que j'ai mentionné tantôt. Puis ces gens-là, ben, dans le cadre de cette enquête-là, ils n'ont pas été inquiétés. Fait que eux, si c'est pas Andromeda, ben, le lendemain, ils ont arrêté d'utiliser Andromeda, ça c'est clair. Ben, ils sont allés possiblement chercher un autre kit, puis ils ont possiblement recommencé leur même modus operandi, mais juste avec autre chose qu'Andromeda. Donc, c'est sûr que c'est une roue un peu sans fin, comme dans le crime qui est pas le cybercrime, mais comme dans le crime régulier, si on peut dire ça. Les gens, s'ils peuvent pas faire quelque chose parce qu'on les empêche, ils vont faire autre chose. Donc, l'idée, c'est de continuer à maintenir une certaine pression. Parce que l'alternative, ben, c'est quoi? On laisse tout le monde faire ce qu'il veut de façon impunie, donc ça fonctionne pas. L'idée, c'est de mettre une pression, de mettre un certain niveau de difficulté pour les criminels d'opérer, puis de montrer aussi qu'il y a des conséquences qui peuvent se faire prendre et pas juste avoir une tape sur les doigts. Tout à fait. De toute façon, l'effet dissuasif est probablement un des effets très importants qui doit être mis en place. Puis c'est intéressant qu'une compagnie privée puisse contribuer justement à cet effort-là, qui puisse redistribuer le bonheur de réduire ça, parce que comme utilisateur puis comme gestionnaire d'incidents, je trouve ça particulièrement désagréable d'avoir à traiter ce genre de choses-là, parce que c'est ultra mal. Là, tu parlais d'Andromeda, mais est-ce que vous avez eu d'autres cas ou d'autres grands botnets ou de grands réseaux comme ça à affronter à laquelle vous avez contribué? On a contribué à certains. Il y en a qui sont en cours. Il y a aussi certains cas dans ceux qui sont en cours d'opération. Évidemment, je peux pas en parler pour pas tiper off qu'est-ce qui pourrait s'en venir. On a travaillé sur TrickBot dans l'année dernière. TrickBot qui est assez connu là, dans le fond, qui a commencé à être un logiciel malveillant fait pour un banking trojan. TrickBot très très répandu, très agressif, très très malveillant. Et puis l'idée, ça a été de faire dans ce cas-ci, c'était de faire ce qu'on appelle une disruption. Donc on savait qu'on allait pas, l'intention c'était pas de faire un takedown complet. Andromeda, on savait qu'on allait laisser des petites pièces ici et là actives, là, mais on avait confiance qu'on allait pouvoir faire une action globale très efficace. Dans le cas de TrickBot, l'intention c'était de faire une disruption, c'est-à-dire brasser la cage, briser de l'infrastructure, puis dans le fond vraiment attaquer le botnet d'une façon technique, attaquer l'infrastructure. Et notre rôle a été similaire à celui
par rapport au cas d'Andromeda, c'est-à-dire que on a fourni l'information sur les différents morceaux de l'infrastructure qui supportaient TrickBot. C'était vraiment beaucoup plus complexe que Andromeda. Andromeda, c'est des botnets assez classiques, c'est-à-dire qu'il y a le logiciel malveillant, il se connecte à 1 ou 2 ou 3 serveurs distants pour ramasser des commandes, les exécuter, exfiltrer l'information volée, et c'est tout. Donc, il y a comme un niveau de serveur de contrôle. Dans le cas de TrickBot, c'était terriblement plus compliqué. Dans le fond, imaginez, il y avait une première couche de serveur de contrôle qui était dans la configuration du logiciel malveillant comme tel. Le logiciel malveillant pouvait se connecter à ce serveur-là, puis aller chercher de la configuration pour des plugins, parce qu'il y avait plein de plugins possibles dans TrickBot, et chaque plugin pouvait avoir son infrastructure de contrôle indépendante. Puis il y avait finalement une autre couche, une secondaire de serveur de contrôle. Donc, ça demandait, pour être capable de cartographier toute l'infrastructure qui supportait TrickBot, il fallait vraiment beaucoup de travail d'analyse. Dans le fond, on a monté un système pour faire la track de TrickBot. Fait qu'imaginez à chaque fois qu'il y a un échantillon qui rentrait dans notre laboratoire, s'il était identifié comme TrickBot, ben il était parsé, on allait extraire les informations des serveurs de contrôle. Évidemment, c'est tout chiffré, mais bon, on a fait les scripts qui étaient nécessaires. Donc, on avait la première liste. Ensuite, on avait des modules qui allaient activement faire des requêtes sur ces serveurs de contrôle-là pour aller à l'autre étape, aller énumérer tous les plugins, récupérer l'information de configuration pour les serveurs secondaires. Et donc, il y avait toute une mécanique là, pour aller récupérer tout ça, puis agréger ça dans une liste qui peut être utilisée. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est le genre de travail, c'est impossible de s'attendre à ce que des forces de l'ordre aillent aussi loin. Nous, on fait ça à longueur de journée, analyser des logiciels malveillants, puis c'était un challenge. TrickBot, c'était vraiment un challenge. En plus, évidemment, la structure changeait au fil du temps, donc il fallait toujours s'adapter aux changements que les attaquants introduisaient dans leur logiciel malveillant. Fait que ce cas-là, ça nous a vraiment montré que l'industrie privée a un rôle à jouer, une expertise à amener à la table qui est absolument nécessaire. Puis pas juste une compagnie, mais avoir plusieurs acteurs privés qui se mettent ensemble pour partager les compétences, puis partager les données. Ben là, ça donne qu'on a une vue d'ensemble, puis ben, une action globale concertée est vraiment plus réaliste dans ces cas-là. Ouais, dans le cas de TrickBot, oui, c'est un que j'ai eu à affronter dans un incident, fait qu'il est vraiment pas simple. Les chances que j'ai eues, c'est que j'ai coupé les jambes avant que justement les plugins descendent, fait que ça a sauvé la mise à bien des égards. Ça, c'est un coup de chance. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Dans un contexte plus de collaboration, puis c'est un axe très intéressant, parce que vous êtes une compagnie quand même ici spécialisée là-dedans. Vous avez des clients, puis vous collaborez avec les forces de l'ordre. Là, tu as parlé du côté des forces de l'ordre, mais du côté de vos clients, est-ce que vous avez soit une collaboration, soit comment tout ça peut s'articuler et justement que les victimes et ou vos clients ou les peu importe la solution de sécurité là, puissent remonter puis collaborer dans ce grand schéma des choses-là? Ça, c'est assez particulier parce que je dirais tous les clients ne sont pas égaux. En fait, nous, notre clientèle, ça va des gens à la maison à des très grandes entreprises, et les PME, dans le fond, le spectre est très, très large. Donc, des interactions directement avec des clients, s'il y a des incidents, on va en avoir lorsque le client a une équipe de sécurité, des administrateurs système qui sont ouverts à nous donner de l'information. Dans le fond, nous, notre matière première, c'est l'information. C'est des échantillons, c'est des traces réseau, c'est des indicateurs, des IOC, des indicateurs de compromission. C'est vraiment notre matière première qui nous permet de faire notre recherche. Et on voit vraiment de tout. Dans le fond, on a des clients partout sur la planète. Puis certains clients, certaines industries, certaines régions qui sont beaucoup plus ouverts à partager de l'information. On a un NDA en place, puis voici le fichier que j'ai reçu, puis et tout, puis il n'y a pas de problème. Ça nous permet de comprendre vraiment plus de choses. Et dans d'autres cas, c'est motus et bouche cousue, même si c'est un client, même si c'est un de nos clients, le partage d'informations
pratiquement inexistant. Donc, bon, on a ça de bonne chance. On donne évidemment toute l'information que nous, on peut avoir, mais ils préfèrent régler les incidents de leur côté. Donc, ça varie vraiment, vraiment, vraiment d'un client à l'autre, le niveau de collaboration qu'on peut avoir. Ouais, c'est justement un point que je vais soulever parce que dans le fond, tu en parlais de l'importance de la collaboration entre les industries en cyber et les forces de l'ordre. Et personnellement, je crois beaucoup à l'importance de la collaboration des clients avec les compagnies cyber, justement, pour que cette information-là circule. J'ai eu à travailler dans plusieurs instants. Là, tu pensais de différents niveaux de clientèle. Effectivement, la personne, maman, papa à la maison, c'est sûr qu'ils appelleront pas ou ils vont appeler leur fils ou leur fille parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin, ou appeler la shop informatique du coin pour les sortir du trouble. Mais quand je parle peut-être des moyennes et grandes entreprises qui, eux, ont souvent une équipe, même une équipe de gestion d'incidents spécialisée dans certains cas. Là, tu pensais, il y en a qui sont très ouverts, mais est-ce qu'il y a des canaux permanents? Puis, en quoi ceux qui sont plus peut-être réticents auraient à gagner à collaborer davantage, autant pour eux que pour l'ensemble de la communauté? Pour ce qui est des canaux permanents, nous, dans notre cas spécifique à I7, on a pas une division, disons, service très, très active. Principalement, on vend un produit, on vend des produits, des technologies, puis les services directs là, de réponse à l'incident. Dans le fond, c'est géré par soit des partenaires ou in-house. Fait on n'a pas beaucoup de canaux permanents où est-ce qu'on voit directement quand il y a un incident là, qu'on aurait accès à de l'information ou que les gens nous contactent directement pour de l'aide. Puis, sinon, peux-tu me répéter la deuxième partie de ta question? C'est le bénéfice que va arriver de cette collaboration-là, parce que, tu sais, moi, comme entreprise, si je vois pas de bénéfice, c'est sûr que je contacterai pas mon fournisseur, mais si je vois un bénéfice, autant pour moi et pour la collectivité, c'est où justement l'intérêt, puis c'est ça que je veux voir ton opinion là-dessus. Ouais, fait qu'il y a deux bénéfices majeurs pour un client de nous donner de l'information. Le premier, c'est pour que le client soit protégé lui-même. Dans le fond, ça arrive fréquemment que nous, de notre point de vue, on voit seulement une partie de l'attaque. Donc, on va voir, disons, il y a un courriel qui rentre, il y a une pièce jointe malveillante avec plusieurs stages. Là. Donc, ça commence, c'est juste un script PowerShell, tu vas aller télécharger quelque chose dedans, puis éventuellement, il y a un fichier malveillant qui est stocké sur le disque. Ben, disons qu'on a une détection ou qu'on détecte l'activité malveillante juste sur ce dernier fichier-là, mais que tout le reste de la chaîne, on le voit pas passer, ça arrive, là, on se le cachera pas. Les antivirus, ça ne détecte pas tout. Si quelqu'un vous dit que mon antivirus il bloque tout, posez-vous des questions. C'est pour ça qu'on a juste parenthèse, c'est pour ça qu'on a un lab avec des gens qui ne font que ça, s'assurer que les détections, que les technologies de détection sont à jour, puis qui couvrent les nouvelles variantes, les nouveaux logiciels malveillants. Fin de la parenthèse. Donc, un client qui collabore avec nous, qui va nous dire « Hey, j'ai vu une détection sur un de mes postes et, par exemple, la détection revient à tous les jours. Votre antivirus, il bloque le fichier, mais à tous les jours, elle revient. Qu'est-ce qui se passe? » Ben, là, quand on peut dialoguer puis dire « Attends un peu, mais on va investiguer quelle action et qu'est-ce qui est fait avant que la détection arrive. » On peut penser à un mécanisme de persistance. Imaginons qu'il y a une tâche planifiée qui va lancer un script qui va télécharger un binaire sur Internet puis qui essaie de le lancer une fois par jour. Fait qu'une fois par jour, à la même heure, on va avoir une détection sur le fichier, mais si on n'avait pas vu la persistance, ben là, l'attaquant, il y a encore du code malveillant, si on veut, qui roule sur la machine, qui est la tâche cédulée. Donc, si le client, avec lui, on est capable de voir sur son environnement qu'est-ce qui cause la détection, ben là, nous, on peut ensuite faire en sorte que on va nettoyer comme il faut la tâche planifiée. Donc, lui, le bénéfice immédiat, c'est ben avec lui, on a trouvé ce qui se passait. Mais une fois qu'on a réglé ça pour lui, on l'a réglé pour tous nos clients. Nous, on a à peu près 110-115 millions de postes de travail qui roulent notre produit. Fait qu'avec une interaction avec un client, si on est capable de clarifier un cas comme je viens de parler, ben en quelques heures, ben le même correctif ou la même détection ben est envoyé à tout le monde. Donc, imaginons si tout le monde fait ça de son côté, comment on s'entraide mutuellement. L'impact global est vraiment, vraiment, vraiment important.
Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais conseiller que ces gens-là s'installent justement pour avoir soit une visibilité supérieure, soit aider dans ces éléments-là justement pour détecter plus les IOC plus rapidement ou aider à remonter la chaîne? Là. J'imagine que, en tout cas, du moins dans l'environnement Windows, il doit en avoir quelques-uns. Là. Je te dirais que c'est pas ma spécialité, cette partie-là. Des produits, disons les produits les plus puissants, c'est ce qu'on appelle des EDR, Endpoint Detection and Response. Ça, c'est terriblement efficace quand on voit un symptôme puis qu'on veut comprendre la cause, la source. L'EDR va montrer toute la chaîne de qu'est-ce qui a causé ça, quel processus, y a-t-il quel fichier et tout là. Mais évidemment, ça c'est pas à la portée de tout le monde et aussi un EDR, ça prend des gens formés, compétents pour opérer ça. Sinon, ben, c'est de faire des petites enquêtes, un peu de forensic maison, peut-être prendre la peine de rouler Sysmon, prendre des traces réseau pour voir ce qui se passe, voir s'il y a de l'activité, puis creuser un petit peu. Puis des fois, ça prend juste un indice, un petit quelque chose là qui lève un flag, qu'on est capable d'aller voir aux bons endroits, puis toute l'histoire se défile là. C'est super intéressant. Moi, ça fait pas mal le tour de mes questions puis mes choses pour que justement creuser toute la présentation. Puis là, j'invite quand même les gens à aller voir la présentation parce que cet élément-là ne remplace pas la présentation elle-même. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder que j'ai oubliées ou qui seraient importantes d'être mentionnées en terminant? Ben, on a parlé un peu de la relation avec les clients directs. Il y a aussi, je dirais qu'il y a une grosse proportion de nos communications, de nos interactions, c'est pas avec nos clients à nous, c'est d'autres victimes. Donc, c'est une utilité terrifiante quand on est capable d'avoir un lien avec une victime, peu importe quel soit notre client ou pas, parce que justement, on peut creuser. Je vais vous donner un exemple extrême, ok, d'une collaboration avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui nous a littéralement donné un access root sur un serveur DNS qui servait de DNS pour à peu près 1 million de noms de domaine. Puis on a resté root pendant 4-5 jours. Puis la personne a comme validé qu'on était une compagnie de sécurité. Là, ça se valide. Puis sans autre mesure, pas de NDA en place, rien. Fait que ça, c'est l'exemple extrême. Ça nous a permis d'avancer énormément dans l'enquête, évidemment. Mais bon, ça, c'est l'extrême. Donc, peut-être le message, c'est si jamais un chercheur, évidemment, il faut s'assurer de l'authenticité de la demande, mais si quelqu'un d'une compagnie de sécurité réputée, reconnue, vous contacte pour dit que vous êtes possiblement victime d'une attaque, c'est ça les détails, on voudrait vous aider puis on aurait besoin d'informations, ben soyez pas fermez pas la porte immédiatement. Faites votre due diligence, assurez-vous que c'est pas un scammer, là. Il y a des façons de valider ça. Et après ça, ben, soyez ouverts à aider les gens qui essayent, dans le fond, tous les gens en cybersécurité, notre objectif, c'est de protéger tout le monde. Donc, si quelqu'un vous contacte, soyez ouverts à collaborer puis à partager l'information dans la mesure, évidemment, de ce qui est possible pour vous dans votre organisation. Ouais, je suis entièrement d'accord avec cet élément-là. De toute façon, je partage énormément ou à travers les clients avec qui j'ai travaillé. C'est fondamental parce que cette connaissance-là, c'est la connaissance commune qui permet qu'on est globalement mieux protégé. Super. Très intéressant. J'en sors encore enrichi par rapport à la conférence. Merci. Avec plaisir. Merci à toi.